Et à chaque fois que vous avez de l'emploi de plus, vous avez des cotisations de retraite supplémentaires. Ça, c'est la bonne politique. Une dernière question. Vous avez remarqué que ça ne marche pas, leur réforme. On en est à la 3e ou la 4e. Ils ont la même tête à chaque fois. La précédente remonte à 2010. Eh ben oui, à chaque fois, vous dites, on va sauver le régime des retraites. Alors, comment on va le sauver? Avec moins de retraites. On va sauver la santé avec moins de santé, et ainsi de suite. Une question sur les régimes spéciaux. Est-ce que c'est normal qu'on puisse continuer à partir à la retraite aujourd'hui à 50 ans ou un peu plus quand on a travaillé à EDF ou à la SNCF? Donc il faut vendre le rail par tous les moyens possibles. Et donc les gouvernements successifs qui obéissent, sont les caniches de la Commission européenne, eh bien, essayent de lui donner raison par un biais ou par un autre. C'est ce qui se passe actuellement. Et donc ça soulève d'énormes difficultés. Que voulez-vous? Quand les Français vont comprendre qu'on est en train de vendre l'accès au réseau ferré à des entreprises privées heure par heure, j'aime vous dire que le réveil va être douloureux. D'ailleurs, je leur dis tout de suite que le train va devenir plus dangereux quand la Commission aura appliqué sa politique. Parce que partout où elle l'a fait, c'est devenu plus dangereux. Alors, il nous reste peu de temps pour finir cette séquence. J'ai 3 questions à vous poser. Je vous demande 3 réponses assez courtes si vous pouvez. Si je peux. Si vous pouvez. L'affaire Tapie, à nouveau défrayé la chronique cette semaine avec la mise en examen de Stéphane Richard, le PDG d'Orange, qui était à l'époque le directeur de cabinet de Christine Lagarde. Demain, conseil d'administration d'Orange qui doit décider du sort de Stéphane Richard. L'État, manifestement, a décidé de le maintenir en place au nom du respect de la présomption d'innocence. Est-ce que c'est la bonne décision ou est-ce qu'il aurait fallu demander à M. Richard de quitter ses fonctions? Tout ça est tout de même assez étrange parce que le respect de la présomption d'innocence pour un grand patron s'applique dans un conseil d'administration où il y a un représentant, et quel représentant de l'État, lequel État, lui, n'applique pas la présomption d'innocence aux ministres puisqu'il les renvoie quand ils sont inculpés. Donc il y a là un problème de cohérence. Disons que la servilité habituelle à l'égard du grand patronat s'exprime à cette occasion. Mais je vous annonce une chose, ce monsieur, le directeur de cabinet de Madame Lagarde, n'en a pas fini. Parce que, après, quand il sera sorti de cette histoire de tapis, et même avant, on va lui poser d'autres questions. Et je vous en annonce une. J'aimerais savoir qui et pourquoi on a décidé de donner, après l'affaire Kerviel, 1,7 milliard en moins d'un mois et demi à la banque, la Société Générale, alors que le procès n'avait pas eu lieu qui permettait de connaître si M. Kerviel était ou non coupable. Je sais que cette histoire est un peu lointaine, mais tous les Français se rappellent du visage de ce jeune bouc émissaire que normalement je ne devrais pas défendre, c'est un trader. Donc là, c'est à nouveau Bercy que vous mettez en cause, on est d'accord. En tout cas, son rôle en tant que directeur de cabinet. Cette équipe, Madame Lagarde, écoutez quand même, c'est pas n'importe quelle inculpation, pardon, je ne préjuge pas de la culpabilité ou de l'innocence de ce monsieur que je ne connais pas personnellement, je n'ai aucune raison de détester, mais quand même, escroquerie en bande organisée, c'est quand même pas rien comme inculpation. Donc, légitimement, nous sommes en droit de poser des questions sur ce qui s'est passé, sur toute une série de dossiers où nous trouvons que les décisions qui ont été prises sont étranges. Une dernière question qui porte sur l'Europe et un sujet qui vous tient à cœur, je le sais, le début des négociations la semaine prochaine entre l'Europe et les États-Unis pour un nouvel accord commercial transatlantique. Victoire, nous dit-on au gouvernement, puisque l'exception culturelle, la télévision, le cinéma, les contenus numériques n'entreront pas dans le cadre de ces négociations. Manifestement, c'est pas tout à fait suffisant pour vous. Écoutez, c'est absolument incroyable. Ils ont réussi un tour de passe-passe. Cette équipe, ils sont fameux. Hein. Cette équipe de Solferino est formidable. Le sujet arrive devant l'Assemblée. On ne parle de rien que de l'exception culturelle. Évidemment que tous les Français sont pour cette exception culturelle. Nous ne voulons pas être dominés dans la production de nos images et de nos biens culturels. Mais enfin, il ne faudrait pas qu'au nom de l'exception culturelle, on s'avale tout le reste. Or, on s'est avalé tout le reste. Parce que les mêmes qui ont remué les mains comme ça pour vous dire l'exception culturelle, dormez tranquille, ont levé la main et ont donné mandat à la Commission européenne de négocier ce grand accord, cet accord pour un grand marché transatlantique. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi M. Hollande, s'il trouve cette idée si bonne de grand marché transatlantique, n'en avait pas parlé dans sa campagne, qu'il ne vienne pas nous dire qu'il n'était pas au courant. C'est une proposition du président américain qui Pardon, je voulais pas être... Qui suit l'élection présidentielle, c'est pas du tout. Pas du tout. Le grand marché transatlantique est en négociation depuis 10 ans. Il a été relancé par Barack Obama. Pour ma part, j'ai lancé la question en 2009. Alors, Barack Obama apparaît en janvier 2013 et aussitôt tous les caniches rappliquent. Où est-ce qu'on signe ? Mais tous étaient au courant avant. Aucun n'en a parlé. Et pourquoi l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée sur le thème même du grand marché? Parce que la France, je le rappelle, est une grande puissance. Elle pouvait parfaitement dire « non, nous ne voulons pas ». Mais nous sommes d'accord pour avoir un marché unique entre les États-Unis et l'Europe. Nous sommes d'accord pour que toutes les normes juridiques soient mises en débat entre eux et nous. Mais où est-ce qu'on a décidé ça ?
Eh bien voilà, c'est le fait du prince. Et un jour, on viendra vous dire, la bouche en cœur, ah oui, mais il y a l'exception culturelle, d'ailleurs, on est obligé d'en enlever un petit bout. Voilà la situation. Je condamne formellement cet accord, j'espère qu'il échoue et je ferai tout pour ça. Merci Jean-Luc Mélenchon, on va se retrouver dans un instant avec Charlotte Chaffanjon pour continuer notre politique du Point qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Avant de poursuivre cette conversation, je vous propose tout de suite de nous rendre du côté de Villeneuve-sur-Lot où se tenait bien sûr aujourd'hui la législative partielle qui a pour objectif de remplir le siège laissé vacant par Jérôme Cahuzac. On retrouve tout de suite sur place Jérémy Trottin. Alors Jérémy, est-ce que vous avez de premières tendances sur la tenue de ce premier tour aujourd'hui ? En effet, nous avons les premières estimations qui viennent de tomber, mais qui sont très partielles. Sur 46 bureaux de vote, des 167 que compte la 3e circonscription du Lot-et-Garonne, l'UMP arriverait en tête avec 28%, suivrait dans un mouchoir de poche le FN avec 27%, et ensuite le candidat du Parti Socialiste Bernard Barral n'arriverait qu'en 3e position avec 21%. On s'orienterait donc vers un duel UMP-FN, une information donc à prendre avec des pincettes. Attention, parce que ces résultats viennent de villages essentiellement ruraux de cette 3e circonscription du Lot-et-Garonne et que les résultats sont beaucoup plus serrés, notamment dans la ville de Villeneuve-sur-Lot où je me trouve. Une petite information pour Jean-Luc Mélenchon, sa candidate obtiendrait au niveau de ces chiffres partiels 5,71%. Merci Jérémy, 5,71%, vous êtes déçu Jean-Luc Mélenchon? Attendez, Joker, je sors mes pincettes puisqu'on m'a dit qu'il fallait prendre le résultat avec des pincettes. Ils avaient fait 4 aux législatives, c'est pas un endroit où nous sommes très forts, c'est vrai. Mais attendons de voir la suite. Non, ils se sont bien battus et voilà, leur tour viendra. Alors, une deuxième question avec les mêmes pincettes, dans l'hypothèse où les résultats qui étaient évoqués par Jérémy, des résultats donc encore une fois très partiels, se confirmaient. Si le PS était éliminé dès le premier tour, quelles leçons il faudra en tirer selon vous? Eux, ils auront beaucoup de leçons à en tirer. Bon, je pense que la situation locale, on la connaît. Avec quelqu'un comme Cahuzac, on part quand même avec un boulet au pied. Bon, est-ce que les socialistes vont comprendre qu'ils ont un problème beaucoup plus vaste que le problème Cahuzac? C'est ce que nous allons voir. Moi, je sais que, en tout cas, s'il y a un deuxième tour, comme il est annoncé là, l'objectif essentiel, ce sera de dire pas une voix pour le Front National. Voilà. Et on en restera sans doute à une formule de ce type. D'accord. Charlotte, c'est à vous. Pas jusqu'à appeler à voter pour l'UMP quand même. Je ne me vois pas faire ça. Alors Jean-Luc Mélenchon, vous avez organisé aujourd'hui à Montreuil avec le Front de gauche des assises pour changer de cap en France et en Europe. Vous avez débattu de plein de sujets, de comment s'émanciper des marchés financiers, vous avez parlé des retraites avec des gens de tous bords, à gauche évidemment. Il y avait des gens du Parti communiste, du Parti socialiste, des Verts, évidemment du Parti de gauche. On va écouter Emmanuel Morel, qui est le leader de l'aile gauche du Parti socialiste, puis dans la foulée Pierre Laurent, qui est le secrétaire national du Parti communiste. J'espère qu'au municipal, partout où on pourra le faire, il faudra faire l'union. Parce que vous savez, l'union de la gauche dans notre pays, ça n'est pas seulement un talisman électoral, c'est ce que nous demandent les électeurs. Il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Les futures échéances politiques, c'est d'abord un problème de programme, un problème de contenu, pas d'abord un problème d'alliance. Si on construit des contenus communs, les lignes bougeront et tout le monde sera obligé de bouger. Alors on s'y perd un petit peu, Jean-Luc Mélenchon, comment il faut faire? Quelle est la bonne méthode pour créer cette grande coalition, ce rassemblement de toutes les gauches que vous appelez de vos voeux et que vous espérez un jour voir remplacer le Parti socialiste que vous pensez moribond? Il faut faire comme on fait. Alors l'idée était de Pierre Laurent et c'était une bonne idée. Moi je lui dis où personne viendra, parce qu'on sent trop le soufre, ou si jamais on vient, de toute façon on a déjà gagné. Et des gens sont venus, de tous les horizons, comme vous l'avez dit vous-même. Ça signifie que, déjà, il y a un premier résultat. L'encerclement dans lequel on voulait nous enfermer est rompu. Deuxièmement, qu'il y a un doute et un trouble qui est suffisant dans la gauche sociale et dans la gauche associative et politique pour qu'on vienne discuter avec nous de quoi? D'une majorité alternative. C'est quand même pas rien comme sujet. Je pense que ce qui y pousse, c'est que beaucoup de gens à gauche comprennent que le gouvernement Hollande ne va nulle part, sinon dans le mur. Deuxièmement, que la pastille à avaler est de plus en plus difficile à avaler. Nous ne sommes pas allés au gouvernement, nous savions pourquoi, mais ceux qui s'y trouvent, ils commencent à trouver que ça fait beaucoup, quoi. Lani,
l'accord, vous savez, qui dégrade les conditions des travailleurs. Là, c'est les retraites qui arrivent, le grand marché transatlantique. Pour quelqu'un de gauche, tout ça, c'est quand même beaucoup de choses de droite. Et donc, il y a un trouble. Et enfin, quelques sondages récents, par exemple celui de ITL et Huffington Post, qui nous mettait à 15% à égalité avec le PS, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que l'avantage traditionnel du parti en place, qui distribue des places, parce que c'est surtout ça qu'il fait, commence à s'éroder. Donc plein de gens se sentent plus libres de parler et d'agir. Pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y avait aujourd'hui des gens du Parti Socialiste, il y avait des Verts, ils sont au gouvernement, ces gens-là. Donc est-ce que vous essayez de faire exploser le système en les ramenant à vous? Comment ça se passe? C'est quoi le plan, là? Eux, ils sont dans la majorité, vous êtes plutôt dans l'opposition, ou dans une forme d'opposition. Oui, l'opposition de gauche, on va dire, mais une forme d'opposition. Bon, qu'est-ce qu'on espère? Constituer une autre majorité. Mais l'avantage qu'on a, on pourrait se dire, une autre majorité, M. Mélenchon, attendez les prochaines législatives. Bon, d'accord, on se bat et on prépare. On prépare quoi? En essayant de passer en tête, ce que nous allons essayer de faire aux élections européennes. On se bat en essayant de regrouper tous ceux qui peuvent l'être pour au moins échanger, pas laisser un fossé se creuser. C'est pour ça que la journée d'aujourd'hui, pour nous, c'est tout profit. Puisque au minimum, on s'est parlé. C'est quand même la première fois depuis je ne sais combien de temps qu'on se parle. Et puis enfin, nous mettons tout le temps sur la table le fait qu'on pourrait faire autrement dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité de gauche à l'Assemblée. Je parle des institutions, là. Moi, je suis un républicain, je crois aux élections, aux résultats des élections. Vous avez une majorité. Il n'y a pas un député socialiste, écolo ou front de gauche qui est élu sans les électeurs de l'autre parti. Donc, c'est François Hollande, en majesté, qui a décidé de mettre le centre de gravité de la gauche sur la partie la plus à droite de la gauche, que j'ai appelé, moi, les solfériniens, c'est-à-dire ceux, quand il ne reste plus du socialisme que l'adresse, rue de Solferino. Bon, il a décidé, lui, tout seul, de mettre le centre. On ne croyait pas ça, nous, au départ. On pensait que ça serait, sans être vers nous, mais quand même plus à gauche, puisque c'est nous qui l'avons fait élire au deuxième tour. On ne comprend toujours pas la méthode vers où vous voulez venir. Vous voulez qu'ils vous rejoignent, ces gens-là? Vous attendez que le PS se disloque de l'intérieur? Ça serait parfait, mais les choses vont se passer. Mais écoutez, le rôle dans une démocratie, il faut débattre, sinon c'est plus une démocratie. Donc, nous, comment nous travaillons? Nous constituons une force matérielle. Vous nous avez vu le 5 mai dans la rue, spectaculaire. Nous constituons une force politique, nous-mêmes. Notre rassemblement. Troisièmement, nous essayons de former une coalition. Vous nous surprenez donc au milieu des travaux de formation d'une nouvelle coalition. Donc nous sommes là en train de discuter, de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre le centre de gravité ailleurs. Alors, comment ça peut se passer? Premièrement, on peut imaginer que le chef de l'État réalise que toute son histoire ne va nulle part. Deuxièmement, aux élections européennes, si nous, la liste du Front de gauche, nous sommes devant celle du Parti socialiste, et que par-dessus le marché, les écologistes... Il n'y a pas beaucoup de sondages qui disent ça, pour l'instant. C'est le dernier. Ils vous mettent devant le Parti socialiste. À égalité. À égalité. Mais les autres vous placent quand même loin derrière. Les autres ceux d'avant? Oui, mais si vous prenez ceux d'il y a 10 ans aussi, ils vous mettez très loin derrière. Non, je crois qu'il faut quand même accepter l'idée que les Français et les gens de gauche sont en train de faire le bilan du gouvernement. Enfin, ce ne sont pas des objets ni des animaux. C'est des gens qui ont une conscience.